Bien, nous pouvons commencer. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les participations, à tous les participants à cette treizième session dédiée à l'intelligence artificielle au service du secteur des fruits et légumes. Je m'appelle José Brambilla et je suis directeur de programme pour l'OCDE et je suis l'heureux modérateur de cette session. Avant de commencer avec les aspects techniques, vous avez tous un service d'interprétation disponible. Ce webinaire sera en français et en anglais. Et donc, vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous pouvez suivre la réunion. Donc, nous aurons des présentations de 10 minutes. Et à la fin seulement de ces présentations, nous aurons une session de questions et réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat. Et bien sûr, ensuite, on présentera ces questions à nos experts. La session sera divisée en deux parties. La première partie, nous parlerons du rôle de l'intelligence artificielle dans le secteur des fruits et légumes. Et durant la deuxième phase, on parlera de l'intelligence artificielle en pratique, donc les applications techniques, contraintes et techniques. Et pour commencer, je donnerai la parole à Inès Bastos, qui est responsable réseau et alliance au Coléadé, qui nous donnera une petite introduction. Inès, vous avez la parole. Merci beaucoup, Rosé. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Que vous soyez à Paris, comme l'équipe OCDE, ou de Bruxelles, Nairobi, au Togo, ou où que vous soyez dans le monde, nous sommes tous très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Inès, je suis en charge des réseaux et alliances au Coladé depuis le mois d'avril, c'est assez récent, et je suis heureuse de pouvoir m'occuper de cette session avec l'OCDE. Et j'aimerais remercier nos partenaires et les personnes de l'OCDE et plus particulièrement, j'aimerais remercier José Brambilla Macias, directeur de programme, qui sera notre modérateur. Et nous sommes très heureux, bien sûr, de pouvoir travailler avec la rigueur de l'analyse technique, mais avec l'expérience du terrain. Pour la session d'aujourd'hui, nous allons parler donc de l'intelligence artificielle dans le secteur des fruits et légumes. Et j'aimerais dire que l'intelligence artificielle, ça peut vouloir dire beaucoup de choses en fonction de notre positionnement dans la chaîne de valeur. Par exemple, pour un directeur logistique, qui est à Rotterdam, cela pourrait dire peut-être un outil de prévision pour réduire les gaspillages, mais pour un directeur contrôle qualité, ça pourrait être un outil qui analyse les mangues ou les avocats en quelques secondes. Et puis pour de nombreux agriculteurs, ici en Europe ou dans le smartphone, ça pourrait être, je ne sais pas, un smartphone avec, peut-être tous les problèmes de connexion, c'est une promesse encore distante. Euh, et donc, dans la chaîne de valeur, on peut voir ceci utilisé dans le contrôle des cultures, la traçabilité, la logistique, l'intelligence marché. Ça n'est pas l'avenir en réalité. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, ici aujourd'hui, et on va en parler. Donc, lors de cette session, nous allons parler avec des chercheurs au Kenya, en Ouganda et au Colade. On travaille avec des producteurs, des agriculteurs qui ont des petites, grandes, moyennes entreprises avec des marchés internationaux ou non. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un écart, bien sûr, parfois dans les différentes utilisations qui se font de l'IA, qui est encore parfois problématique. Et donc, on a besoin de modèles comme ceux que nous allons écouter aujourd'hui. Et donc, pour nos orateurs, un grand merci d'être ici. Merci de prendre le temps d'être avec nous. Vous êtes des gens très occupés et donc nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Un grand merci à ceux qui sont avec nous d'un petit peu partout dans le monde. Et j'aimerais vous inviter à vous présenter vous-même, hein. C'est un webinaire. Et donc, bien sûr, nous allons apprendre à nous connaître, mais
Si vous pouvez mettre votre nom et le pays d'où vous venez ou l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ça serait super. Comme ça, on saura un petit peu qui nous suit. Un grand merci donc à tous ceux qui sont ici. Un grand merci à José Brambilla, notre modérateur. Vous avez la parole et puis merci à tous ceux qui participent. Merci Inès, merci à Colladé pour son soutien. Et donc, nous allons commencer avec la première partie, à savoir le rôle de l'intelligence artificielle dans les chaînes de valeur. Et notre premier orateur est Mercedes Campi, qui est analyste en politique agricole, qui travaille à l'OCDE. Elle travaille à la direction des échanges et de l'agriculture de l'OCDE. Ses travaux portent sur l'innovation, la numérisation et la durabilité, avec un intérêt particulier pour l'évaluation des effets des politiques publiques sur l'innovation et la croissance durable de la productivité. Ses recherches antérieures ont notamment examiné les effets des systèmes de droit de propriété intellectuelle sur l'innovation, le commerce et le développement. Elle a publié dans plusieurs revues académiques de premier plan, notamment Research Policy, World Development, Regional Studies, Journal of Development Studies et Environmental Research Letters. Elle a également mené des missions de consultance pour la Banque interaméricaine de développement, le Programme des Nations Unies pour le développement et la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Elle a collaboré à divers projets du secteur public en Argentine et elle est titulaire d'une licence de l'Université de Buenos Aires en Argentine. Elle est titulaire également d'un master de l'Université de San Andrés en Argentine également. Et elle a un doctorat en économie de la Scuola Superiore Sant'Anna de Pise en Italie. Et donc, nous allons donner la parole à Mercedes Campi. Mercedes, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bon, je ne vais pas me présenter parce que José m'a déjà longuement présenté. Bonjour à tous. Un grand merci de votre participation à cet atelier ou webinaire. Aujourd'hui, j'aimerais parler du rôle de l'intelligence artificielle dans la productivité agricole. Dans la division dans laquelle je travaille, on se concentre principalement sur les systèmes agricoles et on se penche sur comment ceci euh, affecte les agriculteurs et comment les politiques peuvent aider à l'adoption de l'intelligence artificielle. Donc, cette présentation euh, est finalement le résultat d'un travail que nous avons publié récemment sur la durabilité. Alors aujourd'hui, j'aimerais commencer en situant l'intelligence artificielle dans les systèmes intelligents euh, sur lesquels nous nous concentrons dans notre travail. Nous savons aujourd'hui que l'agriculture rencontre de nouveaux défis et c'est un triple défi. Il faut bien sûr permettre la sécurité alimentaire et la nutrition pour une population qui croît. On devrait atteindre 10 milliards de personnes d'ici 2050. Il faut bien sûr faire face aux défis environnementaux, y compris les événements climatiques extrêmes et la pression sur les ressources naturelles, et maintenir des opportunités inclusives dans les zones rurales pour permettre, bien sûr, permettre de survivre dans ce secteur et d'attirer des jeunes. En même temps, on sait qu'il y a bien sûr un changement environnemental rapide et une adoption de l'intelligence artificielle qui transforme la façon dont les systèmes opèrent et la prise de décision dans le secteur. Et donc, avant de commencer, j'aimerais dire que l'IA n'est pas un phénomène isolé, mais s'il fait partie de développements plus larges. L'IA devient de plus en plus un- une clé d'innovation. C'est très important, bien sûr, pour le travail que nous faisons et elle permet la prise de décision dans la chaîne de valeur, de la production à la logistique, l'analyse de marché et
La valeur principale vient de la possibilité de générer donc des informations. Et donc, on se concentre bien sur ceci en tant qu'analyste qui aide les politiques. Cela nous aide, bien sûr, à apporter des preuves empiriques pour mettre en place de meilleures politiques. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je souhaiterais résumer les défis principaux euh, pour lesquels on pourrait utiliser l'IA. Le premier défi, c'est que bon, l'IA peut permettre de mettre en place des pratiques agricoles plus durables. L'IA peut permettre, euh, bien sûr, la prise de décision pourrait permettre de mettre en place des solutions sur mesure, notamment pour des fermes qui ont des contraintes liées à des réalités de terrain qui peuvent changer. Et bien sûr, elles peuvent aider à réduire le travail manuel grâce à l'automatisation et l'optimisation des tâches. Et ce qui nous intéresse ici, bien sûr, c'est la possibilité d'améliorer, bien sûr, la productivité et la résilience agricole. Diapo suivante. De façon plus particulière, il y a donc la productivité et l'environnement. Et l'IA peut avoir un impact positif parce qu'il peut améliorer l'efficacité et la précision des systèmes agricoles tout en améliorant l'impact environnemental des activités agricoles. Par exemple, un meilleur contrôle des pratiques plus ciblées peuvent contribuer bien sûr à une utilisation plus efficace des intrants, moins de pertes et une application plus précise donc des intrants chimiques pour permettre des rendements plus stables. En même temps, l'IA peut permettre la réduction du gaspillage et des pertes alimentaires et permettre de fournir les marchés en fonction de la demande. Euh, Diapo suivante, s'il vous plaît. Une autre partie de notre travail euh, eh bien, a trait aux avantages sociaux qui peuvent être générés par l'IA. Et donc, on a travaillé, bien sûr, sur deux rapports où vous pouvez voir, par exemple, on a où l'on peut améliorer l'équilibre de vie, on peut augmenter la flexibilité et bien sûr, il y a également des preuves, on a trouvé des preuves où bien sûr ces outils peuvent aider à la diversification, agritourisme et permettre au secteur d'intégrer de jeunes agriculteurs ou même des entrepreneurs dynamiques. Et donc, bien sûr, il y a des difficultés liées aux connexions sociales entre les agriculteurs qui peuvent être réglées grâce à l'IA. Diapo suivante, s'il vous plaît. Le domaine suivant sur lequel on se concentre et où nous utilisons déjà euh, les bienfaits potentiels de l'IA sont, eh bien, on peut utiliser ceci pour l'analyse politique. Actuellement, nous explorons comment on peut catégoriser ou caractériser, ma foi, des sources d'information. Euh, on a mis en place un certain nombre de brevets pour identifier les tendances dans l'innovation agricole et elles peuvent améliorer la façon dont nous voyons et comprenons l'émergence des nouvelles technologies. On peut voir comment l'innovation évolue, quelles sont les trajectoires de l'innovation, quels sont ses objectifs. Et nous, bien sûr, nous avons un objectif qui est la durabilité. Ensuite, bien sûr, ces méthodes peuvent utiliser des indicateurs plus traditionnels, mais apporter des informations plus précises et l'interprétation et la validation par des experts demeurent essentielles pour nous.
Diapo suivante. Mais malgré ces avantages potentiels, nous avons observé qu'il y a un certain nombre de barrières à l'adoption à l'IA qui est liée à des limites en termes structurels. Tout d'abord, il y a la limitation des infrastructures numériques et la connectivité, notamment dans les zones rurales. Ceci, bien sûr, empêche le déploiement de solutions basées sur l'IA. Il y a également des limitations liées aux données hum, qui demeurent importantes. On a vu des preuves, on a trouvé que les données agricoles sont souvent fragmentaires et dans des lieux difficiles d'accès et difficilement interopérables entre systèmes. Et donc, il y a également des considérations économiques, bien sûr, qui sont très importantes. Et bien sûr, il y a des éléments qui peuvent, des tickets d'entrée qui peuvent décourager les agriculteurs. Et puis ensuite, il y a les écarts de compétences parce que de nombreux producteurs et agriculteurs font face à des difficultés dans l'intégration, bien sûr, de l'IA dans leurs pratiques agricoles. Et puis finalement, on se concentre également sur les inquiétudes liées à l'interopérabilité et bien sûr les problèmes d'enclavement. Et donc on travaille sur ces questions. Alors ces contraintes, bien sûr, sont particulièrement pertinentes pour les petits producteurs. Nous pensons que sans adoption, sans elle, bien sûr, l'adoption peut être compliquée dans le secteur agricole. Et donc, notre rôle en tant que politique est assez important pour rendre cela possible. Et dans cette diapo, j'aimerais vous donner un résumé des résultats obtenus hein, dans les secteurs agricoles. Et bien sûr, nous rencontrons des problèmes de comparabilité, bien sûr, entre pays, parce que les types de technologies utilisées peuvent varier d'un pays à l'autre. Mais ici, j'aimerais vous donner un résumé de ce que nous avons constaté. L'adoption est concentrée principalement dans les cultures à haute valeur ajoutée et bien sûr dans les fermes avancées technologiquement, ce qui est le cas dans l'Union européenne. Mais dans un travail précédent que nous avions fait, on a essayé bien sûr de montrer un petit peu toutes nos observations que en fait dans d'autres pays. Alors, l'exemple de cette adoption inclut donc l'adoption de robots dans toutes les activités comme la traite, euh, l'emblavement, le désherbage, euh, la récolte et bien sûr les, l'utilisation de produits. Et donc, la pulvérisation. Et donc, l'IA, bien sûr, toute seule n'est pas suffisante. Les conditions gouvernementales, économiques et infrastructurelles sont également importantes pour permettre l'adoption de l'IA si on veut qu'elle se généralise. Diapo suivante, et ce sera ma conclusion. J'ai essayé de résumer euh, de souligner quatre domaines de politique qui sont particulièrement pertinents pour l'adoption de l'IA et l'avantage de ces technologies. Ceci sont les préconditions, on va dire, pour l'adoption. Après, il faut l'accès aux données et la gouvernance. Il faut améliorer l'accès aux données, l'interopérabilité, prenant en compte, bien entendu, les questions
de propriété et de vie privée. Voilà, la protection des données. Alors, il faut bien sûr le cadre réglementaire et les politiques aussi. Les autorités peuvent encourager les bonnes pratiques, prenant en compte aussi les risques. Euh, et puis finalement, il faut aussi les compétences, la confiance, la collaboration. Il faut renforcer la capacité dans l'utilisation de ces nouvelles technologies. De manière générale, l'intelligence artificielle ont un potentiel significatif pour permettre de prendre en compte ce défi triple auquel je faisais référence dans mon introduction. Et nous essayons donc de mettre en œuvre des politiques qui vont permettre de réduire euh, les problèmes auxquels font face un certain nombre. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et je suis ravi de répondre aux questions que vous pourrez avoir pour moi plus tard. Merci Mercedes. N'oubliez pas donc de poser les questions que vous pourrez avoir pour Mercedes dans le chat. Alors nous allons maintenant passer donc à un autre expert. Il s'agit de Elad Matrix. Elad Martix. Elad pardon, est le PDG et cofondateur de Claret Fresh, hein, anciennement Claret Fruits, donc une plateforme de contrôle qualité basée sur l'IA et conçue pour les produits frais de la chaîne d'approvisionnement. Euh, il a mené des missions visant à rendre le contrôle qualité des fruits et légumes plus rapide, plus objectif, plus cohérent en utilisant la vision par ordinateur. Clarifresh aide les acteurs de la chaîne d'approvisionnement à réduire le gaspillage, à améliorer l'assurance qualité, à limiter les rejets de livraison et à prendre de meilleures décisions commerciales. Avant de fonder Clarifresh, Elad a acquis une vaste expérience dans la banque d'investissement technologique, notamment des postes de direction chez JP Morgan en Asie-Pacifique et aux États-Unis. Elad, vous avez la parole. Merci, José. Merci beaucoup pour cette présentation, introduction. J'espère que vous avez tous accès à mes diapos. Vous les voyez bien, oui? Parfait, super. Alors, bon, écoutez, donc encore une fois, moi je suis ravi d'être ici. Donc, comme il était dit, hein, je suis le fondateur de Clarifresh. Alors, moi, je voudrais parler de trois choses. Tout d'abord, je voudrais nous présenter et vous expliquer ce que nous faisons. Ensuite, essayer de vous aider à comprendre d'où nous venons et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et finalement, nous parlerons de la valeur, comment dire, des bénéfices à nos clients par notre service ces 8 dernières années. Alors, comme, comme il a été dit, donc nous avons commencé notre activité, notre entreprise il y a 8 ans, euh, et donc aux États-Unis, là où notre équipe commerciale a son siège. Alors nous sommes les premiers, il me semble, à avoir développé cette plateforme qui est dédiée à la chaîne d'approvisionnement des produits frais. Et notre objectif, et d'aider notre industrie à faire deux choses. Tout d'abord, à numériser et automatiser un certain nombre de processus nécessaires. Donc, on essaye d'être très objectif dans notre approche, d'avoir un système consistant et objectif. Et deuxièmement, nous voulons vous aider à prendre les bonnes décisions. Qui sont les meilleurs clients, à qui envoyer vos produits et où devriez-vous envoyer ces produits sur la base des données et non sur la base de l'intuition de vos équipes. Et donc, je pense que nous sommes tous d'accord que la chaîne de valeur des produits frais n'est pas la plus efficace dans le monde. Hein, on va le dire comme ça. Il y a plusieurs raisons hein, pour le gaspillage, mais quand nous avons lancé notre activité en 2018, nous avons été parler avec une cinquantaine d'entreprises, de grossistes, et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a un dénominateur commun dans concernant le gaspillage. Hein.
Donc il y a le scénario où tout le monde perd. Donc vous n'avez pas le prix que vous espériez pour votre produit et l'acheteur n'obtient pas la qualité attendue. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes intéressés donc à ce problème et nous avons identifié trois raisons principales pour ces problèmes qualité. D'abord, vous et votre acheteur ne parlez pas le même langage s'agissant de la qualité. Ils ont leurs spécifications euh, qualité, ils vous l'envoient en liste PDF, vous le traduisez dans votre langage, et puis ensuite, voilà, ceci va amener à des incohérences entre vos deux approches et des disparités. Ensuite, puisque vous ne parlez pas la même langue, le même langage, euh, il y a une approche très subjective dans l'appréciation. Mhm. euh, la couleur, par exemple, les défauts, et ainsi de suite. Et le troisième problème, c'est que vous et vos acheteurs ont finalement accès à très peu de données, très peu d'informations sur lesquelles baser vos décisions. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons construit une plateforme, un logiciel qui permet de répondre à ces trois grands problèmes. Comment est-ce qu'on le fait? Alors, il y a trois étapes. Tout d'abord, nous avons inventé un langage. On, on- on appelle ça le langage Clarifresh. Oui. Et donc, vous, les entreprises marketing, toutes les personnes qui sont sur notre plateforme, on prend tous les cahiers des charges qualité et on convertit tout ça dans un cahier des charges qualité. Et donc, vous et votre acheteur utilisez ce même langage. Tout le monde utilise du coup le même langage. Et donc, il n'y a plus d'ambiguïté quant à la compréhension euh, de tel ou tel aspect qualité. Ensuite, euh, nous prenons donc en compte le système informatique qui permet donc d'utiliser la même interface, hein, sur un ordinateur, sur un téléphone, que vous soyez dans un magasin, dans le champ de production, où que vous soyez. Vous pouvez prendre une photo d'un produit. Et puis, il va y avoir l'analyse qui va être faite par le système. Et donc, il n'y a plus, comment dire, le problème de l'appréciation humaine, hein. On va communiquer avec les différents outils de votre environnement et toutes ces données que nous collectons, on la met dans le cloud et en quelques secondes, sur la base des cahiers des charges qualité qui ont été donc développés avant, eh bien, vous avez une réponse claire qualité. C'est un petit peu l'automatisation. Et puis, troisièmement, euh, la troisième étape, donc comme je l'ai dit, tout est sur le cloud et donc vous avez une génération quasi automatique de l'information nécessaire que vous pouvez ensuite envoyer aux différentes équipes concernées. Vous avez toutes les données, toutes les analyses sur un tableau de bord, clairement. Vous pouvez y voir les différentes tendances d'une saison comparé à la saison précédente. Vous pouvez partager les données analytiques pour optimiser un petit peu vos approches et les mettre aussi en consolidation avec celles de vos clients. Voilà, donc ça fait 8 ans qu'on fait ça. Donc nous avons deux composantes. On a la composante application mobile qui est utilisée, alors bah, pourquoi pas, dans les champs ou dans un entrepôt. Et ensuite, on a le tableau de bord web, donc qui est utilisé par les équipes concernées, euh, le patron de l'entreprise ou l'équipe dédiée. Et donc tout ça, ça c'est un outil sur l'ordinateur. Alors comme je l'ai dit,
On a à peu près une centaine de clients aujourd'hui. La plupart font partie des très très grosses marques, hein, des marques mondiales. Donc c'est à peu près 80% de nos clients. Donc vous voyez un certain nombre de ces clients, de ces noms à l'écran. Et donc voilà, on a des entreprises qui sont très importantes, qui croissent, et bien sûr la consistance est un problème pour eux, ou est plutôt, je dirais, un défi important pour eux. On a étendu aussi notre portefeuille aux marketeurs, aux équipes marketeurs, aux grossistes. On met notre on, on étend, on va dire, pardon, l'utilisation de notre plateforme à des utilisateurs un petit peu plus petits que ces grosses entreprises. C'est un petit peu la raison d'ailleurs de notre présence aujourd'hui. Alors maintenant, parlons de valeur. Moi, je vois la valeur de trois manières différentes. Tout d'abord, on va numériser tous les processus de contrôle qualité. Oui. La taille, la couleur peut être automatisée, les défauts, bon, c'est encore en train d'être développé, mais vous pouvez rentrer les différents défauts dans l'application. Et donc ça, c'est l'aspect automatisation. Et ça permet de gagner 30 à 60% du temps de test que vous devez faire. Ensuite, on a bien sûr l'aspect données. Toutes les données sont sur le cloud. L'automatisation permet de générer les rapports de manière automatique. On va pas rentrer en détail et tout ça, mais je voudrais dire peut-être que ça c'est quelque chose qui est important pour beaucoup d'entre vous. Nous avons aussi un mode offline, un mode hors ligne. Donc si vous n'avez pas une bonne réception, un bon Wi-Fi, une bonne connexion, eh bien vous pouvez utiliser le mode hors ligne. Et ensuite, quand vous arrivez dans une zone avec une meilleure connectivité, eh bien, les données sont envoyées sur le cloud. L'idée est bien sûr aussi, donc ça, c'est la troisième étape, c'est de réduire le niveau de rejet et le niveau de problème qualité. Voilà. Alors, on va prendre un exemple. Euh, on a VP Pig, qui sont un exportateur de raisins. Euh, et donc, on a pu les aider à réduire de 36% leur rejet, hein, dans dans les exports de raisins. Ensuite, Sankis, qui est un exportateur d'agrumes, on leur a permis de réduire de 30% leur rejet. Et puis Gold Sunshine, qui est le numéro un euh, des ananas. Euh, voilà. Je crois qu'à partir du moment où vous commencez à utiliser Clair et Fraîche, vous pouvez vous attendre à peu près 30-35% de réduction de rejet. Voilà. On permet d'améliorer énormément votre euh, activité qualité contrôle. Et ça permet de réduire vos risques. Ça permet de réduire la renégociation de prix du fait de rejet, de défaut qualité. On a également un programme pour les PME, les petites entreprises. Donc, vous pouvez aller en ligne, vous pouvez cliquer sur le nombre d'inspecteurs. A priori, vous en avez moins de 5 pour beaucoup d'entre vous. Et donc, vous avez une espèce d'expérience Netflix, hein. C'est-à-dire que, bon, vous rentrez vos informations, vous mettez vos informations carte bancaire et vous payez sur une base mensuelle entre 50 à 200 euros, dépendamment du niveau de service que vous voulez. Vous pouvez arrêter le service sur la base mensuelle, un petit peu comme Netflix, hein. Donc, vous utilisez que au mois par mois. Voilà. Et puis finalement, euh, je dirais que notre objectif ou notre mission est d'aider la chaîne d'approvisionnement dans cette standardisation de, de la gestion de la qualité et du contrôle qualité. Donc, on a commencé avec les grosses entreprises. Ensuite, on est arrivé aux marketeurs, aux grossistes, aux distributeurs, et maintenant,
on est en train de d'étendre aussi notre service donc aux producteurs eux-mêmes. Voilà. Et l'idée, c'est d'avoir toute la chaîne d'approvisionnement, d'avoir fait comment dire, d'avoir fait le tour complet du cercle. Voilà. Donc voilà un petit peu en quelques mots ce que je pouvais vous dire de notre service, notre entreprise. Je laisse mes coordonnées dans le chat et je serai ravi de continuer la discussion avec vous à un autre moment si vous le souhaitez. Merci Elad, merci beaucoup pour cette présentation fort intéressante. Donc voilà, comme ça a été dit, hein, n'hésitez pas à euh, poser vos questions dans le chat et puis elle les posera après. Alors, on passe maintenant à Justin Baku Bolo, qui est le fondateur et qui est également un chercheur en IA chez Umbaji, une startup togolaise qui développe des solutions d'IA en langue africaine, hein. C'est un ingénieur de formation spécialisé en robotique, en le big data et l'intelligence artificielle. Justin travaille à la création de jeux de données faire hein, de modèles d'IA API pour les langues africaines disposant un petit peu de ressources et avec une application dans la traduction, la reconnaissance vocale, la synthèse vocale, la génération de texte. Et grâce à Umbaji et à la plateforme Yodi, il a contribué au développement de modèles pour les langues telles que l'Ewi, le Kabylie, tout en collaborant à des projets de données GenAI avec des partenaires internationaux tels que Mozilla et Meta. Son travail allie une expertise technique en MLOps, en orchestration cloud et en déploiement de modèles d'IA à une vision forte d'impact social visant à rendre l'intelligence artificielle plus accessible, représentative et utile pour les communautés africaines. Alors, Justin, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Super. Bah écoutez, merci pour cette présentation. Je pense que je vais peut-être pas en rajouter. Je vais passer directement à ma présentation qui va se concentrer davantage sur le thème hein, donc de ce webinaire. Alors, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui euh, est une vision de la situation actuelle euh, en Afrique et comment la solution que nous avons peut aider à résoudre un certain nombre de problèmes euh, pour le secteur des fruits et légumes sur le continent africain. Alors, le problème auquel nous faisons face, euh, l'Afrique est un des continents où les personnes euh, consomment beaucoup de légumes frais. Il y a une grande demande, un très grand marché pour les fruits et légumes. En Afrique, les gens vont au marché et achètent les produits. Ils vont pas au supermarché pour acheter leurs fruits et légumes. Et donc, il y a un problème à ce niveau-là. Alors, attendez. Il y a un problème à ce niveau-là et comment dire, le problème est que les producteurs de ces fruits et légumes ont un niveau de perte de produits qui est considérable parce que le l'espace-temps entre la moisson et la consommation de ces fruits et légumes par les consommateurs est trop long. Et c'est la raison pour laquelle l'IA va intervenir pour permettre aux producteurs avoir un meilleur retour sur investissement. Voilà. Je pense que le marché des fruits et légumes en Afrique va représenter pas loin de 3 trillions. Et je pense que la mise en œuvre d'outils IA, de systèmes IA, peut permettre de réduire de 30 à 50% des pertes après récolte dans les produits frais en Afrique.
Alors, il y a plusieurs domaines euh, pour permettre de réduire ces pertes, hein. Et il y a aussi euh, des systèmes qui peuvent être utilisés avant la moisson, hein, pour une meilleure rentabilité de leur production. Et c'est là où Umbaji intervient. Euh, Umbaji euh, propose des systèmes d'alerte, hein, des SMS automatisés, mais pas uniquement les SMS, les alertes SMS, mais un système de communication efficace dans les langues euh, locales, hein. Donc, tout d'abord, on a commencé par mettre en place un modèle de langue. Nous savons que au Togo, une grande partie de l'économie vient du secteur informel, hein. Et les personnes qui produisent, moissonnent et vendent ces produits frais représentent une grande partie de ce marché. Voilà. Ensuite, nous avons également des solutions de collecte de données qui se concentrent sur les, sur la langue aussi, sur les dialectes locaux, hein. On travaille avec un certain nombre d'institutions qui ont euh, des capacités technologiques qui permettent d'améliorer euh, les systèmes que nous mettons à disposition des personnes. Donc, nous avons un système multilingue qui est disponible par différentes applications comme WhatsApp et on peut utiliser sur des téléphones même basiques. On peut générer une alerte quand il y a par exemple un risque élevé euh, pour la récolte. Et donc, nous sommes encore en train de travailler sur d'autres domaines, mais nous n'avons pas beaucoup de schémas. Et donc, on est heureux de travailler avec d'autres entreprises qui auraient besoin de ce type de solution. On a construit des pilotes avec plusieurs entreprises et on est encore en train d'explorer les avantages de cette solution pour les fruits et légumes. Et ce que nous faisons, euh, comme il a été dit, c'est quand il y a une récolte et que les modèles de machine learning génèrent une alerte et disent concernant cette récolte, il y a un risque élevé de ceci ou de cela, de perte de la récolte. On peut appeler les gens, leur parler dans leur langue et leur fournir les conseils nécessaires pour qu'ils puissent, ma foi, comment dire, pérenniser leur récolte et faire en sorte que les fruits et légumes soient utilisables et qu'ils puissent les utiliser. Et donc, ça, c'est intéressant. De la production à la commercialisation, ils vont recevoir des alertes en, en temps voulu et ça leur permettra de plus être plus efficaces dans la façon dont ils génèrent leurs fruits, leurs légumes. Et donc, en somme, si vous voulez, ça, c'est un petit peu l'idée sous-jacente et nous espérons que nous serons en mesure de travailler avec certaines organisations présentes aujourd'hui et, et on espère pouvoir leur apporter les conseils dont ils pourraient avoir besoin. Et je dirais, sur le continent africain, les agriculteurs coopèrent et c'est une chose que l'on voit dans notre modèle. On a une solution qui est vraiment inclusive et sociale. Et au lieu de travailler immédiatement avec les agriculteurs, on préfère travailler avec les coopératives euh, qui ont généralisé l'utilisation de l'IA et qui permettent aux agriculteurs de l'utiliser. Et donc, ma présentation était un peu longue, mais j'espère que
Vous comprenez pourquoi on essaye de communiquer et on espère vraiment que grâce à cela, il y aura un renouveau dans la façon dont les gens consomment et produisent et dans la façon dont les gens également stockent leurs fruits et légumes afin d'atteindre plus de durabilité dans la production des fruits et légumes en Afrique. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup et je partagerai mes coordonnées, bien sûr, et bien sûr, je serai ravi de pouvoir répondre aux questions. Merci beaucoup, Justin, très intéressant. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de notre webinaire et nous allons parler avec Esther Kimani, qui est fondatrice et PDG de Farm Lifeline Technologies, une entreprise kenyane spécialisée dans les technologies agricoles et climatiques qui utilisent l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'analyse de données et des appareils alimentés à énergie solaire pour aider les petits agriculteurs à détecter précocement les ravageurs et les maladies de culture. S'appuyant sur son expérience personnelle et en grandi au sein d'une communauté agricole, Esther a mis au point une technologie accessible qui surveille en permanence les cultures, envoie des alertes sur les téléphones des agriculteurs et facilite la prise de décision en temps opportun afin de réduire les pertes de récolte et d'améliorer les rendements. Son travail se concentre principalement sur les communautés rurales défavorisées, les agricultrices, la résilience climatique et l'accès inclusif à l'innovation agricole. Esther a acquis une reconnaissance internationale pour sa contribution à l'agriculture basée sur l'IA, notamment en remportant le prix africain 2024 pour l'innovation en ingénierie et en étant mise en avant sur des plateformes telles que GoGetters et le portail d'innovation STI de la FAO. Esther, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Et comme les autres ont dit, on va pouvoir passer directement à la présentation après cette introduction, cette présentation. Donc, je suis Esther Ekimani, fondatrice et PDG de Farm Lifeline Technologies. J'aimerais vous parler un petit peu de ce que nous faisons, de comment nous le faisons et pourquoi et comment. Comme dit précédemment, j'ai grandi. euh, avec mes parents et d'autres membres de la communauté. Et c'est là que j'ai appris, j'ai découvert tous les efforts des agriculteurs et leurs espérances dans les récoltes pour subvenir à leurs besoins. Et, euh, et bien sûr, j'ai connu la pauvreté avec les revenus à moins d'1 dollar par jour. Et donc, la moitié de ce que l'on produit, voire plus parfois, peut être perdu. Et les filles comme moi, parfois, n'allaient pas à l'école. Certaines sont mariées tôt, certains garçons, eux, bah, ne vont pas à l'école, doivent travailler. Et donc, je savais que quand j'ai quitté la maison, j'ai eu l'opportunité de quitter la maison, je savais que, ma foi, c'était une chance pour moi. Et donc, j'ai étudié, j'ai pu faire des études et je me suis rendu compte qu'on perd quasiment la moitié des récoltes. Et cette nourriture pourrait permettre de nourrir 1,5 milliard de personnes chaque année. Et donc, si on n'intervient pas, alors on peut perdre jusqu'à 60%. Et d'ici la moitié du siècle, on pourrait perdre les trois quarts de la production agricole. Et donc, quand on regarde les fruits et légumes, ils sont parmi les plus vulnérables parce qu'ils sont très périssables et susceptibles d'être attaqués par des champignons, des virus, des bactéries et des ravageurs. Et donc, ce que les agriculteurs ont fait, ils ont essayé de trouver des solutions. On utilise des engrais synthétiques, bien sûr, mais regardons ces graphiques, parce que ce sont les émissions du secteur agricole et l'utilisation de produits chimiques. On est actuellement à 25%, mais si on compare euh, les émissions et qu'on les compare au secteur du transport, eh bien malheureusement, si on ne fait rien, ma foi, l'avenir est compromis. Pourquoi est-ce important? Eh bien, quand on regarde l'Afrique,
il y a des ravageurs qui détruisent les maïs, hein. Entre 8 et 20 millions de tonnes, estimées à 2,5 ou 6 milliards, sont perdus. Au Kenya, 800 000 hectares sont affectés tous les ans, avec certains agriculteurs qui perdent 50% de leur récolte. En Afrique de l'Est, il y a des invasions de sauterelles du désert qui ont causé des pertes à 8 milliards. Euh, et donc, un, un essaim de 1 km² peut consommer la nourriture qui nourrit par 35 000 personnes en un jour. Et on a de nombreux pays qui sont affectés. En Asie du Sud, c'est l'Inde, le Pakistan qui sont impactés. Et donc, j'ai étudié les sciences informatiques et on a développé des solutions. Et on a développé donc un outil de détection des ravageurs euh, alimenté par panneaux solaires. Et donc, ce sont des appareils qui fonctionnent. Et voici une image d'une ferme qui utilise un de nos appareils. Et donc, il y a une caméra qui euh, analyse donc les champs. Et quand on voit des ravageurs, eh bien, les agriculteurs reçoivent une alerte dans leur langue. Et donc, un certain nombre de recommandations sont faites avec les bonnes quantités. Et ces agriculteurs, on leur demande, bien sûr, un petit frais de 3 dollars par mois pour pouvoir utiliser cet outil. Et on a essayé d'étudier si des petits producteurs pouvaient se permettre de payer cela. Un drone, ça coûte jusqu'à 100 dollars par heure pour détecter les ravageurs. Un agronome prend 60 dollars par visite. Et puis ensuite, il revient 2 à 3 semaines plus tard avec un diagnostic après être passé par le laboratoire. Et puis on a des agriculteurs qui n'ont même pas de smartphone. Donc bien sûr, on pense que c'est une solution gagnant-gagnant parce que c'est un business qui marche et pour l'agriculteur, c'est abordable et ça donne des résultats rapides et pertinents. Et donc, jusqu'à présent, on a équipé quasiment 6 000 fermes. Et donc, on permet la réduction de pertes des gens qui utilisent nos solutions. Et on a essayé de déposer un brevet pour toute l'Afrique. On a 5 brevets au Kenya. Et bien sûr, on essaye de contrôler, trouver des solutions pour contrôler les ravageurs. Et on a permis d'économiser 100 000 tonnes de CO2. Et donc, c'est grâce à cela, bien sûr, que nous avons reçu ce prix dont nous avons parlé. Et Paul Kagame disait qu'avec ce type d'innovation, bien, l'avenir de l'Afrique n'est pas prometteur, il est extrêmement prometteur. Alors, quelles sont les leçons que j'ai apprises avec mon équipe lorsque j'ai mis en œuvre cette technologie et l'IA? Eh bien, ces solutions doivent fonctionner sans connexion Internet. C'est très important, bien sûr, notamment dans les zones à faible connectivité, parce qu'on parle ici d'agriculteurs qui, pour la plupart, n'ont pas de smartphone et les connexions dans ces zones sont très faibles. Et donc, on doit utiliser peut-être la technologie GSM, ce qui permet de recevoir des SMS. Et tous peuvent lire, peuvent recevoir ces SMS facilement. Et donc, que ce soit en utilisant un smartphone ou un téléphone à touche. Et donc, notre produit est une infrastructure et pas juste un produit. Parce que bien sûr, on s'est rendu compte que si on travaille en silo uniquement avec cette partie de la chaîne de valeur, alors on rate, on passe à côté d'énormément de choses. Et donc, maintenant, on fait des recommandations.
On recommande des plantes qui sont mieux résistantes, mieux adaptées au sol. On utilise les données pour les mettre en rapport avec des entreprises de crédit et des assurances. Et donc, nous sommes vraiment une infrastructure et plus qu'un produit IA seul. Il y a une dynamique assez unique lorsqu'on travaille avec des petits producteurs. On se rend compte que, bien sûr, la force de travail, ce sont les femmes, mais ceux qui payent pour la technologie, ce sont les hommes. Et quand il s'agit de l'équilibre des genres, on a dû réfléchir à intégrer les hommes. Pas seulement créer de la capacité pour les femmes, mais permettre aux hommes, ma foi, d'être intégrés. Donc il y avait une dynamique unique ici que nous avons dû mettre en place, même si on cible principalement les femmes, qui sont 65% de nos utilisateurs. Donc, on a un design qui est centré sur l'utilisateur. C'est un outil simple et ça, c'est essentiel, bien sûr, si l'on veut que l'adoption se fasse. Et donc, la probabilité d'adoption de cette technologie est assez faible. Mais quand on simplifie cette technologie et qu'on la réduit à un simple SMS dans la langue des agriculteurs, alors c'est quelque chose, ma foi, qui leur parle. Alors oui, c'est technique, mais c'est mis à un niveau qui leur permet, ma foi, de faire quelque chose avec. Il y a bien sûr des écarts, il y a des gens qui sont lettrés, d'autres qui sont illettrés, mais il faut que ça puisse parler à tout le monde. Il faut inclure tout le monde. C'est une sorte de démocratisation de l'IA. On ne veut laisser personne sur le bord de la route et on veut vraiment impliquer l'utilisateur. Il faut que ça soit facile d'utilisation. Et donc ça, c'était important pour nous en tant qu'innovateurs et pour les autres innovateurs dans la salle. Il faut que ça soit simple. Et bien sûr, quand on voit l'impact économique direct, eh bien, les agriculteurs sont plus heureux. Euh, Est-ce que ça se traduit par de meilleurs rendements? Est-ce que ça se traduit par, ma foi, la possibilité de couvrir leurs besoins? Est-ce que ça leur permet de subvenir à leurs besoins? Enfin, ça fait du sens. C'est vraiment quelque chose de pertinent. Et bien sûr, ça nous motive. Et les défis auxquels on est confronté, bien sûr, ne seront pas tous réglés uniquement par l'IA. Mais bien sûr, la capacité de financement est un peu, est importante. Parfois, ces entités sont encore fragiles et ont besoin de soutien financier. Il ne s'agit pas de charité, il s'agit d'investir dans l'avenir de la résilience alimentaire. Et c'est un appel aux investisseurs euh, pour, ma foi, arriver à aider les différentes communautés. Alors bien sûr, il faut du temps pour mettre en place ce type de solution. Il faut arriver à comprendre que nous sommes face à un besoin. Et quand vous investissez en nous, lorsque, ma foi, eh bien, vous avez un impact sur le terrain, sur ces petits producteurs. Et donc, c'est un appel à ces partenaires, à ces parties prenantes euh, pour investir dans des startups telles que la mienne. Un grand merci de nous avoir écoutés. Voici mes coordonnées et n'hésitez pas à me contacter, même après cette présentation. Et bien sûr, je me réjouis déjà de pouvoir répondre aux questions lors de la session de questions-réponses. Merci beaucoup, Esther. Nous arrivons bientôt à notre dernier expert et on passera ensuite aux questions aux sessions de questions-réponses. Et maintenant, nous allons passer à notre prochain orateur euh, qui euh, travaille dans qui est un Delia et bien sûr euh, qui est responsable des données chez Eminiro Product Uganda, une entreprise agroalimentaire qui travaille avec plus de 4000 petits exploitants agricoles et dans 21 districts à travers le pays afin de renforcer les chaînes de valeur agricole.
Elle est titulaire d'une licence en système et technologie de l'information et possède plus de 3 ans d'expérience dans la gestion et l'analyse de données pour améliorer les performances opérationnelles. Dans le cadre de ses fonctions, Delia supervise la conception et la mise en œuvre de systèmes de numérique, notamment des outils tels que Survey CTO, ProgressSQL et Microsoft Power BI, afin de faciliter le suivi en temps réel et la prise de décision. Delia, vous avez la parole. Merci beaucoup, Rosé. Je m'appelle Delia et je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Merci, de m'avoir invité. Donc, je vais commencer par présenter l'entreprise. Donc, Enemiro travaille avec à peu près 4000 producteurs en Ouganda. Donc, on est dans la vanille, dans l'ananas, le café et autres. Donc, nous travaillons surtout, comment dire, à aider les producteurs à euh, dire, gérer leur production pour pouvoir exporter ensuite à un certain nombre de marchés. Donc nous avons un certain nombre de certifications, comme vous le voyez ici à l'écran, qui permettent bien entendu de garantir, on va dire, cette durabilité que nous invoquons. La traçabilité est très importante pour les producteurs et c'est la raison pour laquelle nous sommes impliqués. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, chez Elimiro, la traçabilité commence avec le producteur. Nous nous sommes rendus compte qu'en travaillant avec le producteur, avec l'agriculteur comme on va dire, en le mettant au cœur, hein, de cette chaîne de valeur, ça nous donne l'assurance que, en fait, nous aurons donc les producteurs demain. Donc en fait, les agriculteurs donc s'enregistrent euh, et utilisent donc, on va dire, le système GPS que nous avons. Euh, et donc, nous avons une équipe qui, on va dire, contrôle, garde le lien avec les agriculteurs pour s'assurer que tout le monde suit les règles du jeu. Euh, donc, nous faisons un certain nombre de visites de ferme, hein, avec nos équipes d'agronomistes. Ensuite, au niveau de la moisson, donc nous vérifions le poids, la qualité des différents échantillons, hein, et nous mettons ça en lien avec le profil de l'agriculteur. Ensuite, nous euh, prenons toutes ces données qui va nous permettre ensuite d'améliorer la transparence, d'éviter les différentes les, euh, les différends entre producteurs et clients. Diapo suivante. Alors, un certain nombre de leçons que nous avons apprises certain nombre, au sein d'Enebra. Alors, nous sommes en Afrique. Et le fait que nous nous adaptons à ces nouvelles technologies, euh, nous devons aussi avoir accès à de la donnée consistance. L'IA fonctionne sur la donnée. Oui. Et donc, la qualité de la donnée va avoir un impact sur les résultats de notre système. Donc ça, c'est un défi auquel nous faisons face. Nous devons nous assurer que toutes les personnes qui utilisent ces systèmes euh, utilisent une bonne donnée. Les données qui viennent du champ et qui va ensuite permettre des résultats aux utilisateurs de données. Le, comment dire, un autre problème auquel nous faisons face, c'est la connexion, la connectivité en milieu rural. Et ça, c'est très important. Nous utilisons donc des systèmes qui nous permettent de capter les données, de collecter les données, même en mode hors ligne. Et ça, c'est très important. Euh, Parce que pour beaucoup d'agriculteurs, en milieu rural, la connectivité est un grand défi. Et donc, c'est important d'avoir des systèmes qui fonctionnent en mode hors ligne.
Alors ensuite, la confiance avec l'agriculteur est très très important. Quand on fait les visites avec les agronomistes, nous devons nous assurer que les agriculteurs voient l'avantage d'utiliser notre système. Nous faisons la traçabilité de leur production, de leurs produits, hmm, depuis comment dire, de la semence à l'assiette, plus ou moins. Oui. Et l'agriculteur va nous fournir une information très importante pour permettre, comment dire? D'utiliser, de mettre à disposition notre outil à d'autres. Donc voilà, nous faisons confiance à l'agriculteur et l'agriculteur nous fait confiance. Un un autre défi auquel nous faisons face, c'est, heu, l'opposition humain et IA. Voilà. Et c'est le jugement de l'humain, le jugement de l'IA. Et c'est vrai que, parfois nous avons donc, des prévisions de l'IA, que nous devons aligner avec, la réalité dans le champ. Voilà. Donc ça, c'est, un aspect important. Diapo suivante. Alors, actuellement, donc Enimero, permet donc, de faire des enquêtes donc en mode hors ligne. Et donc ça, c'est très très important parce que même, quand on est dans une zone où la connectivité n'est pas bonne, on peut utiliser ce système, d'enquête, en mode hors ligne. La cartographie, est très important aussi, donc nous faisons ça avec en utilisant donc les coordonnées GPS, sur la base donc des informations que nous envoient les agriculteurs et ça permet d'identifier, on va dire, les différentes cultures dans, différentes, régions et ça permet bien entendu, d'avoir une meilleure, prévisibilité. Mmh, diapo suivante. Alors, quel est, le futur avec l'IA? Bon, bah, nous, pensons que l'IA peut nous permettre de faire des meilleures, prévisions. Nous, pensons que nous pouvons améliorer, le soutien proactif pour les agriculteurs. Les prévisions sont très importants parce que ça permet donc, d'anticiper la logistique nécessaire. Si on prend par exemple les ananas, alors il faut 3 mois en amont savoir la production qu'on a cette semaine, la semaine d'après et la semaine encore après. Il faut savoir tout ceci en avance. Hem Et donc les modèles de prévisibilité sont très importants, pour nous, Enimero, mais aussi, pour, la planification, des agriculteurs. L'IA, heu, est un système accessible, si, comment dire? Ça peut être géré par tout le monde, je dirais, ce sera probablement un des outils les plus formidables mis à disposition des agriculteurs. Voilà ce que j'avais à vous dire, c'était ma dernière diapo. Merci beaucoup. Merci Delia, présentation fort intéressante. Alors avec ceci, nous passons à la session de questions-réponses. Je vais commencer avec, Mercedes. Nous avons, une question, donc, concernant les PME et les capacités d'investissement en difficulté et comment, l'IA, peut aider les PME. Alors oui, OK. Alors je crois que je peux répondre à celle-ci avec d'autres questions aussi qui m'ont été, posées, donc, notamment, hem, heu, comment on peut, améliorer l'utilisation de l'IA? Je crois que donc la première question, hein, avec les capacités d'investissement et donc c'est vrai que c'est une des barrières, heu, auxquelles je faisais référence et donc il y a un rôle très important et des
des autorités, hein, pour aider les agriculteurs. Alors, je peux pas donner une réponse générique, hein, une réponse générale, parce que bien entendu, ça dépend des contextes, de là où les agriculteurs sont, quels sont les problèmes auxquels ils font face en termes d'accès à l'investissement. Parfois, ce sont des questions de propriété du sol, parfois, ce sont des problèmes d'accès au crédit, parfois, ce sont bref, des barrières à l'accès au financement. Et donc, c'est important que les autorités mettent en place des systèmes adaptés à la situation de ces agriculteurs. Alors, je vais essayer de lier ça avec une autre question qui a été posée, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet et ça a un lien avec ces barrières. Les agriculteurs, parfois, euh, dans les discussions que j'ai eues avec eux, et j'ai eu beaucoup de discussions à ce sujet, parfois, il se concentre davantage sur les limitations, les barrières que sur le potentiel. Il y a, il me semble, beaucoup d'incitations pour encourager les agriculteurs à travailler ensemble et en se faisant améliorer la qualité des données. Euh, Ceci permet des retours, on va dire, des bénéfices directs sur leur production. Et je pense que l'adoption de ces technologies IA peut vraiment améliorer la durabilité et la rentabilité euh, de, euh, de de ces entreprises, de ces producteurs. Une réduction de risques, bien entendu, une amélioration de la résilience de de ces entreprises. Les gouvernements doivent maintenant mettre en place le cadre qui va permettre euh, aux agriculteurs de prendre, euh, comment dire, d'utiliser la puissance de ces IA pour leur profit, pour leur bénéfice. Et je pense que c'est important que tout le monde travaille ensemble pour rendre ce contexte propice à l'utilisation de l'IA, avec bien sûr les bénéfices euh, en retour, hein, pour les agriculteurs. Alors ce sont des questions qui sont assez longues et je suis ravi de continuer la discussion en bilatéral avec ceux qui le souhaitent. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Ben, merci beaucoup. Et en effet, n'hésitez pas à prendre contact avec les orateurs. Les présentations vous seront envoyées avec les contacts, les informations de contact des différents orateurs. N'hésitez pas à les contacter. Merci Mercedes pour ça. Alors je crois qu'il y a une question pour Ella. En fait, il y en a plusieurs, mais alors peut-être une. On demande si vous êtes une PME et comment faites-vous, comment dire, l'approvisionnement pour ces clients si importants que vous avez, et quelles sont les quantités et et comment dire, et à quelle cadence est-ce que vous pouvez clarifier? Alors, attendez, pardon. Oui, en effet, il faut clarifier. Nous ne produisons pas, hein, et donc nous ne faisons pas d'approvisionnement. Nous mettons à disposition une plateforme. Donc, nous sommes une PME, une start-up, en fait, hein, comme on dit dans le monde de la techno. Nous avons 27 employés et nous sommes présents dans 3 continents. Euh, Heureusement, nous n'avons pas besoin d'être sur place pour déployer notre service. 95% du travail se fait à distance, en fait, hein. Nos équipes opérationnelles qui sont euh, euh, donc basées donc à un endroit, bien sûr, mais qui travaillent de manière comment dire, travail à distance, et ça marche très bien. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. J'ai vu que vous avez répondu à ça dans le chat, hein, bien sûr, mais il y avait une question sur l'appli, et est-ce qu'elle est, comment dire, conforme avec les réglementations? Alors, oui. Oui, en fait, comme je dis à mes clients, hein, je ne vais pas vous dire comment faire chose. Je vais vous demander comment vous faites le contrôle qualité, et nous, on va automatiser le processus. Vous voyez?
Donc nous, on a déjà hein, des spécifications au cahier des charges qualité de l'OCDE et autres organismes ou institutions. Mais encore une fois, n'importe quel cahier des charges, nous pouvons prendre en considération. Ok, super, merci beaucoup. Alors, une question pour Justin. Alors, Justin, la question c'est est-ce que votre appli permet d'indiquer la présence euh, et des pestes sur les produits? En fait, je suis pas sûr que ce soit pour Justin, en fait, cette question. Attendez, paraît étonnant ça. Non, je pense pas que c'est pour Justin. Alors, attendez, je vais juste vérifier à nouveau. Bon, comment est-ce qu'on peut avoir votre application et en fait, la question précise, c'est quelles langues sont disponibles sur l'appli? Alors actuellement, comme je l'ai dit hein, dans le chat, nous avons une API pour les entreprises et après on a des solutions euh, qui sont déployées, on va dire, spécifiquement pour une entreprise. Voilà. Donc, si vous avez votre propre app, vous pouvez utiliser notre API et l'intégrer en fait à la vôtre. Donc, actuellement, nous nous concentrons sur les différentes langues du Togo, donc le Ewe, le Kabylie et un certain nombre hein, de langues togolaises, avec le français et l'anglais, bien entendu. Et nous essayons donc d'étendre, bien sûr, notre service. Et donc, s'il y a des pays qui souhaitent nous voir intervenir, n'hésitez pas, on est ravis de venir euh, vous aider et donc on fera tout ce qu'il faut pour ajouter les langues supplémentaires. Pardon, Justin, allez-y, hein. Oui, non, je voyais une question, donc quel est le niveau nécessaire pour avoir accès à l'appli? En fait, je crois que l'idée, c'est de rendre cette application euh, accessible à n'importe qui. Et comme je le disais, en fait, même des personnes du secteur informel, entre guillemets, il n'y a pas besoin d'avoir une formation formelle pour utiliser l'appli. Donc, on a aussi les coups de fil. Ces coups de fil ou appels téléphoniques, hein, euh, par exemple, vous êtes donc un agriculteur. Vous enregistrez notre service. Vous allez recevoir un appel téléphonique et on va interagir avec vous et puis on va adapter à votre situation. Vous voyez, on essaye vraiment de rendre le service accessible à tout le monde. J'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup. Merci Justin. Merci. Oui, je pense que c'était très clair. Alors maintenant, nous avons une question, en fait plusieurs, pour Esther. Alors, et quels fruits et légumes couvrez-vous avec votre appli? Est-ce que votre appli est disponible dans différentes langues ou est-ce qu'il faut un smartphone pour l'utiliser? Et où êtes-vous présente, hein? Est-ce que vous êtes en Ouganda, au Kenya? Et finalement, ah non, c'est tout en fait. C'est tout, c'est tout. Si vous pouvez répondre à ces questions, Esther? Oui, 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 merci beaucoup, merci pour ces questions. Alors, nous faisons en sorte que notre technologie soit accessible à tous les agriculteurs, même sans smartphone. Donc, même avec les petits téléphones euh, à 9 touches, hein, comme on les appelle. Donc, c'est l'équipement qui va faire le travail et l'information va être envoyée à l'agriculteur en SMS, dans leur langue locale. Donc, ils ont l'information qu'il y a telle peste qui a été détectée sur telle culture. Et c'est vraiment langue simple, hein. Ça peut être l'anglais, ça peut être le swahili. On a aussi des langues locales du Kenya. Et c'est vraiment une révolution parce que ça permet vraiment cet accès et cette compréhension de l'information. Euh, ils ont, c'est pas accès à des algorithmes, hein. Non, ce sont des SMS, tout simple.
Voilà. Donc nous sommes présents au Kenya et nous avons commencé des tests en Ouganda. Nous avons également fait des tests au Rwanda, au Nigeria, en Zambie, notamment. Mais nous sommes ravis comment dire, de commencer ailleurs et de voir ailleurs. En fait, on peut appliquer ce système à n'importe quel pays. Ok, super, merci beaucoup. Et Delia, maintenant, nous avons une question pour Delia. Donc, quel est le niveau de conformité, donc un échantillon collecté utilisant votre appli et quelles sont les évaluations que vous avez déjà réalisées? Alors, merci beaucoup. Écoutez, le niveau de conformité est de 100%. Et pourquoi? Parce que les agriculteurs sont certifiés produits biologiques, pardon. Et nous avons des inspections constantes. Nous avons des inspections en interne. Nous faisons également de la formation d'agriculteurs et nous avons également des évaluations externes. Oui. Nous sommes accrédités et donc nous devons aussi, bien sûr, nous assurer de notre conformité. Donc, nous faisons la formation de nos agriculteurs pour nous assurer qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin pour être conformes avec les exigences réglementaires. Voilà. Le système, en fait, nous l'avons développé, comment dire, au long cours et nous le faisons au bénéfice de la traçabilité. Voilà. Et donc, nous le faisons pour les agriculteurs et pour euh, faciliter le travail donc euh, des autorités, de l'interaction entre les agriculteurs et les autorités. Et l'idée est de faire en sorte qu'il y ait toujours cette conformité à tous les niveaux. J'espère que ça répond. Et encore une fois, nous n'avons pas développé une appli, nous avons développé un système. Oui. Euh, c'est un système qui peut être adapté en fonction du besoin que vous en avez ou que vous pourriez en avoir. Et l'idée est de faire l'automatisation grâce à l'IA pour permettre, comment dire, d'améliorer, on va dire, leur production et leur activité. Et donc, nous utilisions les outils pour nous assurer que nous avons la bonne approche, hein, quels que soient les agriculteurs avec lesquels nous interagissons. Super, merci beaucoup, Delia. Alors, nous allons maintenant passer à la conclusion. Donc, si vous avez d'autres questions pour nos orateurs, n'hésitez pas à les contacter après notre séminaire. Je donne maintenant la parole à AOF1 du COLEAD qui va nous donner quelques propos de conclusion. AOF1, vous avez la parole. Merci José. Je vais y aller en français. Rebonjour tout le monde. Chers panélistes et chers participants, c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir eu ce matin avec nous et nous tenons vraiment, alors que nous arrivons à la fin donc de cette 13e session de notre série sur l'industrie des fruits et légumes. Et nous tenons à remercier chacun de vous, particulièrement nos panélistes, pour votre temps, votre disponibilité et surtout la qualité des informations que vous avez pu partager donc avec l'ensemble des participants. Et nous remercions également les participants pour leur contribution des échanges. Et il y a une très grande dynamique d'échanges donc dans les questions, dans le chat, pardon. Et nous remercions du coup l'ensemble des participants donc à cette session pour votre engagement donc tout au long de cette session. Et je pense que les échanges de ce matin nous ont permis donc de mieux comprendre comment l'intelligence artificielle commence déjà et le fait déjà à transformer donc les chaînes de valeur des fruits et légumes pas comme une technologie isolée, mais vraiment comme un outil d'appui à la décision, à la prise de décision, à la performance et à la résilience. Et nous avons encore plusieurs domaines d'application de l'IA et notamment le suivi sur la détection des maladies, des ravageurs, l'analyse des données, le contrôle qualité, la classification des produits, la traçabilité, etc. Et ce qui ressort vraiment de cette session, c'est que l'IA peut
éventuellement ouvrir de nouvelles perspectives pour mieux anticiper, mieux planifier et mieux gérer les opérations dans le secteur marqué, donc par une très forte périssabilité pardon, des produits et l'exigence donc de la qualité et la complexité des marchés. Et dans ce sens, les discussions ont également montré que l'adoption de l'IA ne peut pas être considérée uniquement sous un angle technologique, mais soulève également des points tels que l'infrastructure, la disponibilité des données, les compétences, le coût. Je pense qu'il y a eu quelques questions par rapport à cela, la confiance des utilisateurs également et l'adaptation donc aux réalités des entreprises et aux réalités locales. De chaque PME. Donc, plusieurs points d'attention peuvent guider la suite. Il faudra donc, nous notons, donc il faudra identifier les usages les plus utiles quand il s'agit d'une entreprise et puis réaliste pour tout secteur, le secteur, afin de pouvoir mieux réduire de façon les pertes, améliorer la qualité. Il serait également essentiel donc de renforcer les capacités des entreprises productrices parce que je pense qu'il y a des questions qui ont abordé les aspects, notamment comment est-ce que on peut l'adapter ou l'implémenter dans nos fermes. Euh, donc, renforcer les capacités des producteurs, des organisations d'appui, afin qu'ils soient mieux compris et mieux adaptés de manière plus efficace. Donc, notre enjeu sera aussi conserver les données et été le solution partage de gouvernance, euh, quels sont des éléments donc déterminants pour développer des solutions fiables, transparentes et réellement créatrices de valeur pour les acteurs de la chaîne de valeur. Et notons également qu'il faudra veiller à ce que l'innovation reste inclusive. Donc, l'IA ne doit pas renforcer les écarts qui existent déjà, mais au contraire, contribuer à rendre le service et les informations euh, beaucoup plus accessible aux entreprises et aux producteurs. Donc, enfin, je voudrais relever que le développement donc, de solutions pertinentes donc, devrait passer par une étroite collaboration et les entrepreneurs et les fournisseurs des technologies, comme notamment présenté ce matin, les chercheurs, les organisations professionnelles, les institutions pardon, publiques et les partenaires au développement. Et cette collaboration pourra permettre de pouvoir tester les solutions, les adapter et au niveau du terrain, de pouvoir passer à l'échelle de l'utilisation. Donc, nous notons un message clé, donc l'intelligence artificielle donc, peut devenir un levier important pour renforcer les performances, la qualité, la compétitivité du secteur des fruits et légumes et à condition donc qu'elle soit accessible, responsable et conçue à partir de besoins réels donc des acteurs du terrain. Et avant de clôturer donc ou de conclure ce webinaire, je tenais à renouveler encore nos remerciements et à vous rappeler en fait que toutes les présentations vous seront mises à disposition sur notre plateforme AgriNovatos. Donc, je pense que ma collègue va vous mettre le lien. Il a déjà été partagé dans le chat plus tôt, mais vous pourrez y accéder. Donc, sur cette plateforme, les présentations, l'enregistrement de la session, mais surtout, nous invitons en fait à rejoindre le forum, le hub, donc pour tous les entrepreneurs de notre secteur agroalimentaire, donc afin de pouvoir échanger davantage approfondi les échanges qui ont été initiés ici. Poser des questions qui peut-être vous ont été, qui n'ont pas été bien comprises, afin de pouvoir approfondir davantage votre compréhension, mais surtout de continuer donc le réseautage avec les membres en fait ici, les entreprises ici présentes, les experts ici présents, et de vous connecter également aux autres membres de la communauté Aginovitos qui sont déjà présents sur la plateforme. Donc, nous vous encourageons vivement à rejoindre le forum. C'est là en fait que se poursuit, c'est une suite donc de ces webinaires que nous avons. Et nous vous encourageons également à rejoindre donc le International Research Consortium. Nous allons vous mettre le lien aussi plus tard, qui est une plateforme Afrique-Europe, donc dédiée au dialogue entre la recherche et l'innovation. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, donc, nous vous invitons également à rejoindre cet espace-là de partage. Et je dirais on se retrouve en octobre pour
la 14e session donc, de cette série qui portera sur la traçabilité numérique et la transparence dans les chaînes de valeur, pardon, les chaînes d'approvisionnement. Et cette prochaine session nous permettra de poursuivre donc les réflexions engagées aujourd'hui, notamment parce qu'il y a un certain lien, de mettre un peu plus un accent sur les outils numériques, les politiques publiques et les systèmes de traçabilité dans le renforcement de la sécurité alimentaire, donc renforçant la confiance et l'accès au marché. Et pour terminer, je renouvelle encore un sincère remerciement à tous les panélistes, à tous les participants et à notre partenaire, l'OCDE, donc pour cette collaboration très fructueuse que nous avons depuis quelques années, pour leur détermination et engagement. Merci à José, donc pour la modération aujourd'hui. Merci à mes collègues Nina, Inès, Gaëtan et merci également aux interprètes pour leur appui, toujours, comme toujours, dans le succès de tous ces webinaires que nous organisons. Et je vous souhaite une bonne suite de journée, dépendamment de votre lieu de provenance, un bon après-midi, une bonne suite de journée. Et on se retrouve à la prochaine. Merci pour votre attention et au plaisir de vous retrouver. Au revoir à Thank you very tous. much. See you, everybody. Thank you.